Donc on a commencé à travailler sur ces 3 jours de rencontres autour des questions de patrimoine, éducation et banlieue. Parce qu'on travaille maintenant avec Patrick Bouchin et la preuve par 7 sur la question de comment construire un centre culturel de rencontres dans une ville des banlieues. Un centre culturel de rencontres qui parlera aussi de l'expérience de vivre et d'habiter la banlieue, d'habiter l'espace périphérique. Et que peut-être le fait d'habiter la périphérie est plus révélateur finalement d'une réalité, d'une nouvelle façon de questionner. J'explique ce que je suis en train de dire. On pense la ville à partir du centre-ville. Pour nous, l'idéal de la ville, c'est le centre-ville, c'est ce côté presque muséal de la ville, comme le centre-ville de Paris, de Rome. Et donc la ville elle est construite aussi par ses périphéries, par le fait qu'elle va progressivement reléguer des usages en dehors de son sein. Donc on a la ville antique qui est composée d'un centre et puis elle est composée aussi des campagnes. Et ces campagnes permettent à la fois à la végétation d'exister. Et ces campagnes permettent aussi d'avoir du matériau pour construire les maisons. Et c'est parti de la ville. Alors aujourd'hui, on a ce côté périurbain qui n'est ni la ville centrale ni la campagne. Et ici à Bagneux, nous sommes dans une périurbanité, même si aujourd'hui on fait partie de la grande métropole de Paris, parce que c'est une ville de banlieue qui était un village. Effectivement, c'est passé en 60 ans de 6 000 à 40 000 habitants. Et c'est une ville populaire, une ville avec des quartiers politiques de la ville, quartiers prioritaires. Donc l'enjeu de ces 3 jours de rencontres, c'était de se dire qu'est-ce que ça serait un centre culturel de rencontres en banlieue. Alors un centre culturel de rencontres, c'est un label du ministère de la Culture créé dans les années 70 et son objectif était de valoriser des lieux du patrimoine historique, des abbayes cisterciennes, les salines royales d'Arc-et-Sénance, l'abbaye de Royaumont, la Chartreuse à Avignon. Donc à l'époque, il y avait aussi une idée assez engagée de se dire qu'en restaurant ce lieu du patrimoine, on aborde une nouvelle façon d'aborder le patrimoine et d'inviter les habitants, les jeunes, les moins jeunes, à visiter le patrimoine. On invite les artistes à venir y résider, à créer, et du coup on crée une nouvelle attractivité d'un territoire. Et aujourd'hui, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça serait l'équivalent ici même, à Bagneux? Ici, on est dans un lieu construit en 2015, construit par 2 architectes très connus, Patrick Bouchin et Loïc Julienne, pour la qualité de leur travail architectural, mais aussi pour la qualité de leur démarche de construire. D'ailleurs, leur argent s'appelle construire. Et ça s'appelle construire parce qu'ils disent que l'architecture, c'est avant tout répondre aux besoins du plus grand nombre et répondre aux besoins de l'usager. Donc, en travaillant sur ce projet, qui est ici même le projet du plus petit cirque du monde, de ces bâtiments que nous avons construits avec un chantier ouvert au public, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fabrique, à quels besoins on répond et comment est-ce qu'ici on construit les patrimoines de demain. Donc dans cette question des patrimoines, on peut d'ailleurs aujourd'hui, et c'est très légitime de parler peut-être des questions des matrimoines, puisqu'on n'a mis que le terme masculin dans la construction. Donc c'est aussi ce qui nous lie, ce que nous construisons, et ce qui nous lie, c'est à la fois le bâti, ce bâtiment-là, mais c'est aussi le patrimoine ou le matrimoine immatériel. C'est tout ce qui existe ici comme culture. Alors comme origine, puisque c'est une banlieue ouvrière, c'est une banlieue maraîchère, c'est une banlieue viticole. Bagneux était connu pour son vin. C'est une banlieue aussi qui a permis de construire Paris, parce qu'ici il y avait des carrières de plâtre. Et Bagneux s'appelait Briqueville parce qu'on construisait des briques. Et c'est aussi une ville qui a été très urbanisée, parce qu'à partir des années 50, on construit ici tout un quartier avec l'usine Thomson et puis tous ces quartiers dans lesquels nous nous retrouvons ici, des tertres cuverons. Donc tous ces patrimoines immatériels de cette histoire ouvrière, de cette histoire maraîchère, de cette installation et urbanisation du Grand Paris, il est certainement passionnant à la revisiter. Parce qu'il s'est construit ici des innovations, par exemple l'éducation populaire, cette idée de construire l'éducation par ce père, ou la place de la culture. On peut même se dire que le ministère de la Culture a été construit parce que des artistes se sont installés en grande périphérie
Par exemple, Antoine Vitesse, qui est grand metteur en scène, s'est installé à Ivry-sur-Seine, à 10 km d'ici, et a travaillé aussi bien avec les habitants, avec les ouvriers qu'avec les artistes. Donc le ministère de la Culture est aussi le résultat d'un engagement artistique et d'une envie de rapprocher l'artiste avec la société. Donc c'est à la fois présenter les œuvres au plus proche des habitants et faire œuvre d'éducation à travers la présentation des œuvres, mais c'est aussi travailler sur l'émancipation. Comment est-ce que l'art partagé permet à tout le monde de s'émanciper de ses freins, de s'émanciper de ses peurs, de s'émanciper d'une société qui n'est pas encore juste, parce que ça prend beaucoup de temps dans l'aventure humaine de construire une société juste. Donc toutes ces questions-là sont inhérentes à la banlieue. On peut dire que la banlieue peut être le lieu le plus novateur depuis fort longtemps, parce que c'est là où les enjeux sociétaux sont accumulés, et c'est là aussi où les conflits, où les crises sont les plus visibles. Et donc c'est aussi là-dessus que peut se penser la question de à quoi ça sert un lieu culturel de rencontre, à quoi il répond aux besoins d'aujourd'hui. Dans ces 3 jours, on les a appelés traverser, se rencontrer, célébrer. L'idée, c'est d'abord de relier les territoires les uns aux autres, c'est-à-dire que ce n'est pas une banlieue, ce sont des villes. Donc on a commencé à la ville de Vitry-sur-Seine avec le lycée Chériot, et on a traversé la ville d'Arcueil, la ville de Cachan, la ville de Sceaux, la ville de Bagneux. Mais on a traversé une unité géographique qui est celle de la vallée de la Bièvre. Cette rivière maintenant couverte qui est en bas de la vallée, et nous on est sur un coteau, et Villejuif et Vitry sur l'autre sommet. Donc c'était aussi de montrer que c'est aussi un patrimoine géographique, un patrimoine végétal, très apprécié des habitants tout au long des années. Et cet patrimoine végétal il est aujourd'hui en grand danger de densification urbaine, en grand danger parce qu'aujourd'hui on est menacé évidemment d'un côté par les changements climatiques, de l'autre côté par l'extinction de la biodiversité. Donc comment est-ce qu'aujourd'hui on peut penser à un centre culturel de rencontres qui aussi réhabilite la place du végétal, de la culture, parce que la culture et l'agriculture sont très proches. On a pris la culture dans le terme agriculture, le fait de cultiver. Donc on cultive notre âme et notre esprit comme on cultive notre terre. Et peut-être que les centres culturels de rencontre de demain, c'est justement un centre culturel qui repense le végétal, qui repense l'animal et qui essaie de réparer ce qui aujourd'hui est en grand danger, c'est-à-dire la place du vivant, que ce soit le vivant végétal, le vivant animal, mais finalement nous, en terre, en tant qu'êtres vivants, parce que nous ne pourrons certainement pas vivre dans un territoire où il n'y aura plus de végétal, il n'y aura plus d'animal et où notre société sera déshumanisée. Donc ça c'est le dernier point, c'est qu'aujourd'hui les sociétés dans lesquelles nous vivons sont passées dans un 3e âge, on va dire, industriel, où l'industrie commence à être moins présente, qui est un temps du numérique, un temps de rapport distendu et un temps de mécanisation de la société, de surmédiation, de fake news. Donc cette question du rapport proche, de la rencontre réelle et non pas virtuelle, se pose de nouveau. Est-ce que ce n'est pas en revisitant le passé qu'on va pouvoir construire la culture de demain? Et comment est-ce qu'on va aussi la construire dans un territoire où ce n'est pas une seule culture, ce n'est pas uniquement la culture de la banlieue parisienne, ce n'est pas uniquement la culture des régions de France, c'est la culture mondialisée parce que les habitants de ce territoire aujourd'hui viennent du monde entier, viennent d'Afrique, d'Asie, des Caraïbes, d'Amazonie. Et donc cette question-là aussi de partager, de penser la culture, de penser la rencontre et de mettre la rencontre au centre même du projet. Le dernier point aujourd'hui, c'est l'éducation. C'est qu'effectivement, il n'y a pas de culture sans éducation, il n'y a pas d'éducation sans culture. Et l'éducation, c'est quelque chose qui est peut-être mal compris aujourd'hui. On a créé l'éducation, le lycée est une construction qui date de l'époque napoléonienne, et le lycée à l'époque formait des cadres militaires. Est-ce qu'aujourd'hui, notre éducation vise au même principe? Pas du tout. Aujourd'hui, nous devons nous affronter à une période d'incertitude. Et donc, peut-être que cette question de l'éducation de demain doit être traitée
d'une façon qui doit remonter aux origines. C'est pour ça qu'on a pensé aussi ces 3 jours en faisant référence à Aristote. Aristote crée le premier lycée à Athènes. C'est un lycée ouvert qui est dans un espace vert qui est à côté d'un gymnase, donc le corps et l'esprit sont associés. Et c'est un lycée du dehors. On commence le cours en partant de l'enseigne du lycée et on va se balader dans l'Athènes de l'Antiquité, sous les oliviers, sous les arbres, et tous les savoirs vont être partagés dans l'arpentage de ces territoires. Donc c'est ce qu'on a voulu essayer pendant ces 3 jours, de se dire on apprend tout le temps. Les leçons, les cours d'un lycée peuvent se faire en dehors. Et ce n'est pas uniquement les lycéens, mais c'est tout le monde qui peut partager ses savoirs. Donc c'est cette question aussi de se dire finalement l'éducation, la culture, la construction, ce sont des actes constitutifs d'une même société. Et peut-être pour terminer, c'est revenir finalement à cette question fondamentale qui est posée par les Grecs à l'époque. On peut dire que la philosophie vient en Grèce non pas comme une sorte d'élitisme, mais comme une réponse aux difficultés d'instaurer une démocratie. Elle arrive avec aussi cette difficulté de penser la ville. Donc dans la philosophie, elle est là pour nous aider à trouver des solutions aux problématiques de l'être humain sur Terre. Et dans ces problématiques, en grec ancien, en grec moderne, on retrouve le terme de la ville, de la cité, polis. Donc c'est la police qui est au centre de toutes nos préoccupations. Donc c'est la police qui crée le politique, donc l'acte de décision. C'est la police qui va créer la civilisation, la culture. Donc on dit politismos, culture. En grec, on dit le même mot. Donc ça veut dire quelqu'un qui crée la culture dans la cité, parce que la cité est les sources de culture par le fait que les hommes et les femmes veulent vivre en communauté et créer une culture. C'est aussi le fait que le citoyen, c'est un politis, comme le magazine, donc c'est un citoyen, et que c'est le citoyen qui doit être au centre de la démocratie. Et c'est aussi que l'urbaniste, on appelle poléodrome, c'est celui qui va construire la cité, est aussi un constructeur non seulement du bâti, mais c'est aussi de l'humain. Il construit les rapports entre sociétés. Et donc c'est un peu le cercle de ce centre culturel des rencontres, de se dire il faut ces 4 piliers, il faut la culture, la citoyenneté, la politique et l'artistique pour construire la ville d'aujourd'hui et de demain, parce que sinon nos villes deviennent des villes dans lesquelles nous avons du mal à vivre, dans lesquelles nous sommes malheureux et dans lesquelles les conflits deviennent latents et inhérents à notre façon de vivre. Donc il y a peut-être une autre solution, parce que l'humanité n'est pas vouée uniquement à l'échec, n'est pas vouée uniquement à sa disparition et n'est pas vouée uniquement à son conflit. Et tout cela passe par l'éducation, par la culture, par la politique, par le dialogue, par la citoyenneté.